Aux alentours de 20h45, le 5 mars 2017, la police du comté de Clackamas dans l'Oregon reçoit un appel en provenance d'un couple leur annonçant que leur nouveau-né venait de mourir. La femme avait accouché aux côtés de son mari et de son père dans leur maison. Eric Tonsfeld, adjoint du médecin légiste emmené sur les lieux, se doutait avant même d'entrer au sein de leur maison qu'une scène particulièrement marquante l'attendait. À vrai dire, c'était pas la première fois que ce genre d'appel était passé. Ce scénario est assez fréquent dans la région. Le nouveau-né était enroulé dans un drap avec sa mère, Sarah Mitchell, qui le berçait. Les deux autres hommes qui l'avaient assisté pendant son accouchement observaient avec un air absent. L'adjoint du médecin légiste commence immédiatement à leur poser des questions pour établir l'étendue des dégâts et s'il y a une quelconque chance de sauver le bébé, mais en vain. Il était déjà mort depuis plus d'1 heure avant l'appel. Et surtout, Eric Tonsfeld découvrira que le bébé était né prématurément et que la famille lui a caché un détail. Sarah Mitchell avait accouché de jumelles. Face à cette information, la police s'empresse de saisir le deuxième nouveau-né et de l'emmener immédiatement à l'hôpital en espérant le sauver de l'état critique dans lequel il était. Heureusement, la deuxième jumelle survivra. Néanmoins, la police du comté de Clackamas craignait pour l'avenir, ayant en effet confirmé que la famille appartenait activement à la branche d'une secte. Ça expliquait leur volonté d'éviter viscéralement toute médecine moderne. Leur air vide s'expliquait également par leurs croyances. Ils pensaient que si quelqu'un mourait, telle était la volonté divine. Il ne fallait pas s'en plaindre. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou encore les Mormons, c'est une secte chrétienne fondée par Joseph Smith en 1830 après avoir reçu une révélation divine 10 ans auparavant où Jésus-Christ lui serait apparu ainsi que Dieu le Père, tous deux lui disant que c'est lui la relève de la véritable Église et que depuis 1800 ans, l'Église était éperdument tombée dans tout plein d'erreurs. Joseph Smith, en réponse à ça, il va créer sa propre Église où il va fonder des pratiques qui sont, selon lui, véritablement bibliques. Pour n'en citer que quelques-unes, la polygamie, elle était autorisée pour les prêtres. À noter que bibliquement, la polygamie est répétitivement condamnée. Une conception différente de Dieu, en gros, selon les Mormons, Dieu était autrefois un humain, mais il est devenu tellement parfait qu'il a éventuellement été transformé en divinité. Et plus important encore, certains groupuscules au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours agissent vis-à-vis de certaines conditions médicales, comme ont pu le faire la famille Mitchell. Même si les Mormons plus traditionnels ont des opinions bien plus favorables à l'égard de la médecine moderne, il en va quand même de soi qu'une partie plus ou moins conséquente la rejette. Il y a de ça 13 jours, au moment où j'écris cette vidéo, un utilisateur sur le subreddit r/weirdwebsites, un subreddit consacré à des sites étranges et cryptiques, a réalisé un post concernant un site du nom de horselove.com ou riredecheval.com que son ami avait récemment trouvé par pur hasard. Je tiens à vous préciser qu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire pendant le montage, l'entièreté du site a été archivée, ce qui est absolument frissonnant au vu de ce qui va suivre. Heureusement, on a la Wayback Machine qui va me permettre de vous illustrer de ce dont je parlais, parce qu'autrement, je vous assure que vous m'aurez juste pas cru. Néanmoins, nous on va se pencher sur le post d'un autre utilisateur Reddit concernant ce même site, réalisé le même jour, le rédacteur ayant dit que ça l'avait tellement intéressé qu'il avait décidé d'essayer de propager cette étrangeté. Pour le coup, il a bien fait, parce que l'histoire qui découle du site est tout bonnement surréelle. Une page blanche, 2 dossiers et 3 fichiers avec certaines dates qui vont être pertinentes. Cliquons sur ce premier dossier, ayant été modifié pour la dernière fois en 2008. Il n'y a absolument rien. Cliquons sur ce fichier nommé photo de vacances, modifié pour la dernière fois en 2012. Et on tombe sur une unique phrase, première prise du désert peint. Le nom d'un désert situé dans l'état de l'Arizona. L'image censée accompagner la phrase ne se charge pas. Cliquons sur le fichier portant le nom ASD index HTML, soit Autism Disorder Spectrum. Ouais, c'est un peu étrange, lisons pour voir. Histoire, les enfants autistes qui commencent à prendre des antibiotiques, quels qu'ils soient, font preuve d'une nette amélioration au niveau du langage, du comportement et de la cognition. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces sujets reviennent à leur comportement antérieur dans les 2 semaines qui suivent l'arrêt de l'antibiotique. Avant les découvertes de Marshall, les adultes souffrant d'ulcères se contentaient de boire du lait et de manger des fraises, les 2 traitements les plus courants. Les fraises et le lait, fromage, sont utilisés depuis longtemps pour soulager les symptômes des ulcères. Tous les adultes souffrant d'ulcères qui ont été testés pour des allergènes étaient positifs en ce qui concerne la présence de blé et de maïs, entre autres. Suite à la découverte de Marshall,
tous les patients traités ont perdu leurs allergies au blé et au maïs en l'espace d'1 an. Certains l'ont fait en 2 semaines, d'autres en 1 an. Mais la totalité d'entre eux ont été débarrassés de leurs allergies. Situation actuelle, le taux d'enfants atteints de troubles du spectre autistique est d'un enfant sur 91. En 1996, ce taux était d'un enfant sur 1918. Le nombre de personnes actuellement positives à l'Helicobacter pylori est estimé à 1 personne sur 31. Le taux d'enfants d'ingénieurs atteints de troubles du spectre autistique est d'un enfant sur 55. Le métier numéro 1 pour les ulcères est celui d'ingénieur. Point commun symptomatique. La plupart des enfants autistes présentent des symptômes fréquents de douleurs à l'estomac. Ces douleurs sont souvent soulagées par la consommation de lait ou d'une sorte de bismuth. La plupart des enfants autistes sont allergiques au blé et au maïs. D'après ce que je sais, c'est le cas de 100% des enfants testés. Point commun moléculaire. La protéine dominante de l'Helicobacter pylori est presque identique, structurellement, à celle du blé et du maïs. La protéine dominante de l'Helicobacter pylori est presque identique, structurellement, à celle de la blastocystis. La protéine dominante de l'Helicobacter pylori est presque identique, structurellement, à celle nécessaire au cerveau pour former des connexions synaptiques. Cette rédaction, dont j'ai pas pu trouver l'origine, qui pourrait donc avoir été rédigée par le créateur du site, tente de faire un lien entre les ulcères causés dans 75 à 90% des cas par l'Helicobacter pylori, qui a été fréquemment mentionné, tout en critiquant les antibiotiques et en insinuant leur inefficacité chez les personnes autistes dès le début du texte. L'autisme et les ulcères n'ont pas de lien direct ou causal clairement établi, donc le texte présente des affirmations erronées sur un éventuel lien entre l'autisme et les ulcères. Il avance aussi des idées assez délirantes et bizarres, comme le fait que 100% des enfants autistes seraient allergiques au blé et au maïs. Sans oublier cette affirmation vachement étrange, selon laquelle les enfants d'ingénieurs seraient les plus touchés par les troubles du spectre autistique. Consultons néanmoins l'avant-dernier fichier disponible. Ayons espoir de trouver davantage d'informations. Il s'intitule « Vacances de 2007 », pouvant potentiellement faire le lien avec la page qu'on avait vue avec l'unique phrase au sujet du Painted Desert. Ok, là, on va sans doute pouvoir choper pas mal d'infos. Les grandes vacances de notre famille ont débuté le matin du 19 juillet 2007. Dan et moi avions parlé de notre désir d'aller dans l'Ouest, en Californie, au cours des 2 dernières années. Mais pour une raison ou une autre, il y avait toujours des retards. Cette année, en revanche, tout s'est mis en place au bon moment. Le moment était tellement bien choisi qu'on s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Après avoir fait nos valises, chargé tout le monde dans le pick-up, donné de l'eau fraîche et beaucoup de nourriture à nos canards, et déposé notre furet chez des amis, on s'est envolé pour la Californie. Juste après avoir traversé l'autoroute 69, on était sur le point de passer la voie ferrée, quand un gros pick-up a déboulé du parking du KFC et a failli nous rentrer dedans. Dan était sur la voie de gauche et n'a pas pu se déporter parce qu'une voiture se trouvait sur sa droite. Avec du recul, je sais même pas comment on a évité l'accident, mais grâce à la protection de Dieu et à la conduite habile de Dan, on a pu poursuivre notre route. Et notre première journée a été essentiellement consacrée à la conduite. Dan a donné aux enfants des fruits à manger avec leurs chips et leurs sandwichs. Arrêtons-nous là, on est face aux informations les plus essentielles, et aussi parce que c'est assez long, et qu'il y a pas mal de détails qui sont pas vraiment pertinents. La narratrice semble être la mère, étant donné qu'elle fait référence aux enfants et à Dan qui semble être le père des enfants. Il est mention de Dieu, quand il nous est raconté l'histoire de la sortie du parking, et ses vacances datent de 2007. Maintenant, citons quelques informations supplémentaires qui sont éparpillées un peu partout dans ce récit. La famille finit éventuellement par aller dans une église. Il n'est mention d'aucune église en particulier, il est juste noté que Dan a fini par s'embrouiller avec le pasteur parce que, selon lui, son sermon comportait pas mal de bêtises au sujet de la fin des temps, selon la Bible. C'est jamais explicitement dit, mais il semble y avoir que 2 enfants. On connaît le nom de l'un d'entre eux uniquement, Audrey, qui en 2007 avait moins de 7 ans. Son âge précis n'étant pas indiqué. Et lors d'un accident où Dan s'est foulé la cheville en tombant, il a également été question d'une clinique pour personnes handicapées. Toutes ces informations emmagasinées, il n'y a plus rien sur ce fichier. Passons alors au dernier dossier accessible contenant 8 vidéos et étant la raison pour laquelle ce mystère est si troublant que personnellement j'en ai eu des frissons après avoir eu toutes les informations autour de ce cas. Ouvrons l'une des vidéos. Des voix masculines. Ce qui semble être une émission télévisée.
Divers bruits non identifiables, des portes qui s'ouvrent sans qu'on puisse voir qui les ouvre, si ce n'est pour cette unique fois. Une salle complètement vide avec une fille dormante sur ce lit, une espèce de forme rectangulaire à droite, un miroir, possiblement, une fenêtre même pour permettre à des gens de l'observer. La plupart du temps, elle semble en phase de sommeil profond, ne réagissant même pas à l'ouverture de la porte. Parfois, au contraire, elle se réveille, et d'autres fois, elle reste éveillée pendant toute la durée de la vidéo. Tous ces extraits ont été réalisés la même nuit, soit le 3 mars 2023 si on suit le système de dates américain. Et assez étrangement, tout un tas de vidéos sont juste sautées. On commence avec le segment 30 et on finit avec le segment 49. À première vue, il pourrait s'agir d'un suivi de sommeil à visée strictement médicale. Certains arguments semblent indiquer qu'il n'y aurait rien de véritablement médical dans l'aménagement de cette pièce et dans la disposition de la fille, sans oublier ce qui transparaît depuis le début de cette histoire. Déjà, comment les parents auraient-ils eu accès à du contenu confidentiel? Ce genre d'enregistrement, il n'est pas censé être distribué. Il y a également absolument aucun équipement médical, même si un utilisateur a simplement suggéré qu'il pourrait s'agir d'une occurrence exceptionnelle, certains patients ne parvenant pas à s'endormir quand ils ont tout un tas d'équipements attachés à eux. Vient maintenant l'argument le plus important pour démontrer qu'il n'y a rien de médical dans tout ça. Le site, jusqu'ici, a traité assez explicitement d'autisme. Et on va très bientôt devoir parler de Dan, le mari de la narratrice et le créateur du site. En utilisant la Wayback Machine, on peut trouver certaines archives qui vont nous mener au cœur de cette histoire, puisque le 8 juin 2013, cette page a été archivée, n'étant aujourd'hui plus sur le site, où 4 noms nous sont indiqués, auxquels on peut envoyer un email. Dan, le père, Tammy, la narratrice ou la mère, Audrey, l'un des 2 enfants, et un dénommé Alan, potentiellement leur 2e enfant. Ce qui est étonnant, c'est que dans le récit de vacances, du moins pour moi, Alan semblait pas du tout être associé à la famille initiale. Il était toujours mentionné en lien avec d'autres personnes, pourtant le voilà présent avec les 3 autres. Tammy s'est confirmé, il s'agit de la femme de Dan. L'une des preuves réside dans la dernière information intéressante trouvable sur ce site, une archive datant du 9 janvier 2014 qui n'est aujourd'hui plus accessible. Salut Tammy, rappelle-toi que je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Dan. Il me semble important de faire un rapide point sur ce qu'on sait jusqu'ici à propos du site et sur ce qui est important. Parce que tout va aller très vite à partir de maintenant. Une famille potentiellement composée de 4 membres, dont un des enfants qui pourrait être atteint de troubles du spectre autistique, comme le suggère l'un des fichiers évoquant un lien entre l'autisme et les ulcères, ainsi que la mention d'une clinique pour personnes handicapées, un rejet apparent de la médecine moderne, remplacé par l'adoption de pseudosciences, et un lien manifeste avec la foi chrétienne. Enfin, il est temps de parler de Dan, le père, une figure clé qui permettra de lever le voile sur le plus grand mystère lié au site, la fille qui dort dans une pièce complètement vide. Le site Whois permet d'identifier le propriétaire d'un domaine et d'accéder à d'autres informations, comme les noms de domaines supplémentaires qu'une personne pourrait posséder. Dans ce cas précis, Dan Judd, propriétaire de horselove.com, détient de nombreux autres sites qui montrent son appartenance à la secte mormone. Commençons par l'un des sites des plus importants, boycottum.com, particulièrement notable parce que sa création est liée à une section du livre Internet Predators qui traite de certaines dérives économiques pouvant survenir sur Internet en raison de libertés individuelles trop grandes. L'histoire dont traite le bouquin concernant Dan Judd, c'est son nom de famille, est pas très intéressante. Ici, je souhaite surtout vous montrer l'étendue de la présence de Dan dans de nombreux médias et domaines vachement divers. Il est même du coup dans un livre. Parmi les autres sites notables qu'il possède, on peut trouver danielajudd.com, ce qui laisse supposer qu'il y a potentiellement d'autres membres de sa famille ayant eux aussi une présence en ligne importante. danjuddfamily.com, qui démontre encore une fois la proximité visible au sein de sa famille et l'importance de leur nom de famille. Vous verrez pourquoi. TammyChestnut.com, une référence directe au nom d'une des pages de horselove.com, le site original où Dan exprimait son amour pour Tammy, sa femme. Et cette dernière est également citée dans un post Reddit datant d'il y a 4 ans concernant la mort de 2 enfants dans le contexte d'une secte mormone. Oui, l'intégralité de sa famille semble avoir une certaine présence en ligne. Vous le voyez peut-être, ce qui se dresse devant nous, la possibilité que cette fille, enfermée dans une pièce dépourvue de tout, manifestement non utilisée pour un traitement médical traditionnel, soit soumise à un traitement médical pseudo-scientifique. Elle pourrait être retenue contre son gré par les membres d'une secte persuadée que son autisme ne peut être guéri que de cette manière, en l'enfermant
et en lui faisant potentiellement subir d'autres choses auxquelles on n'a pas accès. Ce serait pas étonnant parce que Dan Judd est mormon et serait même potentiellement un descendant direct de Joseph Smith, le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Tout commence avec l'un de ses autres sites, oklds.com ou encore Oklahoma Latter-day Saints, une église mormone située dans l'état de l'Oklahoma. Un membre sur un forum mormon fera mention du site. Il y avait en effet, avant l'archivation totale de ce dernier, la présence d'un soi-disant fichier nommé LDS 116 pages, soit une référence au manuscrit original de ce que Joseph Smith a déclaré être la première partie de sa soi-disant révélation divine, apportée par un ange en 1827 sous forme de plaques dorées. Aujourd'hui néanmoins, la version originale de ces plaques dorées ou de ces 116 pages, si elle a existé, même si on sait que c'était une forgerie, est officiellement considérée comme perdue. Mais Dan affirmait sur son site oklds.com qu'il en était le détenteur, étant un descendant de Joseph Smith. Sur cette vidéo disponible sur YouTube, on a un témoignage retranscrit qui nous raconte le jour où Dan, lorsqu'il n'avait que 10 ans, était allé dans une chambre dans sa maison qui lui était interdite. Cette pièce détenait une boîte, ornée de rubis, de perles, de pierres blanches, et par-dessus tout, en l'ouvrant, un rayon doré l'aurait momentanément ébloui. Il venait de se rendre compte que la cause de cet éblouissement était des plaques dorées, celles qui attesteraient à son lien direct avec Joseph Smith et qui parviennent à confirmer certains de nos soupçons et potentiellement le mystère entier de horselove.com. Ça s'arrête pas à ce qu'on avait énoncé avant, c'est-à-dire au sujet de la potentielle raison pour laquelle cette fille qui serait autiste est enfermée dans cette pièce. Au contraire même, puisque le couple Judd, selon plusieurs éditeurs, avait un lien assez direct avec une sordide affaire. De juillet 2019 jusqu'en octobre de cette même année, 4 meurtres et disparitions particulièrement étranges et liées ont été recensés. Les 2 enfants de Lori Vallow Dable, Tylee, 16 ans, et Joshua, 9 ans, ont disparu respectivement le 9 septembre et le 23 septembre. Leurs cadavres ont fini par être retrouvés à Rexburg, dans l'Idaho, le 9 juin 2020. Ils avaient été enterrés sur une propriété appartenant à Chad, qui était l'amant de Lori au moment de la disparition de ses 2 enfants, et qui était devenu son mari au moment où leurs corps ont été découverts. Mais l'affaire complète s'étend de juillet 2019 à octobre 2019, parce qu'elle concerne également les meurtres du précédent mari de Lori, Charles Vallow, et de la femme de Chad, Tammy Dable, respectivement tués d'une balle dans la tête et asphyxiés. Les liens entre ces meurtres et la famille Judd ne sont pas avérés, ils sont que supposés. On sait que ces meurtres ont été réalisés pour certains à cause d'un fanatisme religieux et peu de temps avant ces derniers, Lori Vallow ainsi que son amant de l'époque, Chad Dable, étaient partis aux côtés des enfants aujourd'hui décédés à la rencontre de Dan à cause de sa potentielle détention des plaques dorées et pour discuter d'eschatologie, soit l'étude de la fin des temps bibliques, la raison pour laquelle Dan s'était embrouillé avec un pasteur dans le fichier des vacances de 2007. En sachant tout ça, je veux accuser personne, il en va de soi. Chad et Lori ont tous 2 été envoyés en prison. Mais c'est pas le cas pour Dan. Cependant, quand on prend en compte tout ce qu'on a vu depuis le début, à savoir que cette église est ouvertement une secte, que de nombreux groupes en son sein s'opposent ouvertement à la médecine traditionnelle et que le fanatisme religieux est récurrent dans ces milieux, ce serait pas surprenant que ces utilisateurs de Reddit, suggérant un lien potentiel entre les Vallow Dable Doomsday Murders et la famille Judd, n'aient pas tort. Et la fille qui dort, bordel. Pourquoi ? Pourquoi ce site ? Pourquoi tous ces sites ? Pourquoi la poster? Surtout qu'on sait que c'est même pas sa fille, elle serait beaucoup plus âgée que ça, donc c'est qui? Pourquoi cette obsession avec l'autisme? Parce que je vous l'ai pas dit, mais le site Horselove n'est absolument pas le seul à posséder des documents ou des fichiers au sujet de l'autisme. Quasiment l'intégralité des sites accessibles grâce à la Wayback Machine, créée par Dan, en ont. Ça pourrait être dû au fait que l'un de ses 2 enfants soit potentiellement autiste, d'où la mention d'une clinique pour personnes handicapées dans le fichier concernant les vacances de 2007, même si, à vrai dire, je sais pas si les personnes atteintes d'autisme sont envoyées dans des cliniques plus ou moins spéciales. En reparlant d'autisme et de la fille du site Horselove, qui rentre dans la pièce à ce moment-là? Qui sont ces autres membres de la famille Judd, comme cette Daniela Judd, mentionnée une unique fois parce qu'un site existait portant son nom? Qu'en est-il de ces enfants? Pourquoi ne sont-ils plus jamais mentionnés? Pourquoi quasi l'intégralité de ces sites sont aujourd'hui inaccessibles? Pourquoi ce mec est dans tellement de médias, de plateformes différentes? Est-ce que ce serait vraiment un descendant de Joseph Smith? C'est un véritable terrier de la
lapin. J'ai fait de mon mieux pour assembler les informations de sorte à ce qu'elles soient cohérentes, même si c'était pas toujours facile. Il y a une quantité faramineuse d'informations, mais en même temps, il y en a quasiment pas. Ça part constamment dans tous les sens, et tout ce que j'espère, c'est d'obtenir un jour une potentielle réponse à toutes ces questions. Restez en suspens. Mais si vous voulez mon avis, ce site cache définitivement une activité illégale. J'ai aucun doute sur le fait que cette fille soit enfermée contre son gré et assujettie à des traitements médicaux pseudo-scientifiques comme il en existe beaucoup au sein de la secte mormone. Le site a sans aucun doute été partagé par Dan Judd à d'autres mormons et n'était connu que de sa communauté, ce qui explique son archivage dès lors du moment où des personnes ont commencé à s'emparer de l'affaire. Si en plus de ça, on prend en compte que cette fille est autiste, d'où la mention fréquente de l'autisme sur le site, particulièrement avec le fichier ASD qui disait n'importe quoi à ce sujet, ça renforce davantage l'idée qu'elle est enfermée et que c'est comme ça que certaines personnes atteintes de troubles cognitifs sont traitées par certains mormons. Surtout que Dan est influent. J'ai fréquenté quelques forums mormons et certains subreddits mormons. Et juste petit aparté sur ces subreddits mormons, pour être plus clair avec le potentiel lien entre les Valodable Doomsday Murders et la famille Judd, il y a un utilisateur qui explique que la femme de Dan, Tammy, était l'une des premières personnes à défendre la mère qui a tué ses deux enfants, qui a tué son ex-mari et l'ex-mari de son nouveau mari. Ce qui met la puce à l'oreille. Néanmoins, j'ai rien su trouver d'autre qui était très concret à ce sujet, mais il est clair que si on met en lien cette espèce de tentative de défense très étrange de la part de la femme de Dan avec le fait que la famille de Lori a rencontré Dan peu de temps avant la mort des deux enfants, c'est suspect. Néanmoins, revenons-en à Dan plus particulièrement. Il semble clairement être une figure particulière. S'il a une telle influence, il pourrait sans aucun doute convaincre des parents appartenant à la secte mormone d'envoyer leur fille dans un tel lieu pour y subir un traitement dont on connaît pas l'étendue. Ces personnes atteintes de certains troubles ou maladies subiraient peut-être un traitement similaire à celui infligé aux enfants dans les camps de conversion pour homosexuels, si vous voulez une analogie de ce que je pense qui pourrait s'y passer si toute cette affaire va aussi loin que ce que moi je suppose. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais traiter au sein d'une même vidéo de tout un tas de sujets plus ou moins reliés à internet. Disons qu'il s'agit de trouvailles, même si la majorité d'entre elles ne sont pas personnelles et proviennent de Reddit ou d'autres forums. Vous aurez à chaque fois toutes mes sources, du moins celles auxquelles je pense, en description pour aller investiguer par vous-même. Quand je dis que je traiterai de tout un tas de sujets, c'est vraiment vaste. Ça peut aller de théories du complot, à des ARG, à des sites internet, à des chaînes YouTube. C'est un fourre-tout tant au niveau du contenu que des sentiments que certains sujets vont vous provoquer. Ça peut aller de la tristesse à du dégoût, à de la peur, et évidemment, cette idée de vidéo ne provient pas de moi. Je l'ai eue en découvrant Nick Crowley il y a un mois de ça seulement. Ouais, je suis vachement en retard. Je vous prie de m'excuser si je poste pas ce message au bon endroit. Pour vous mettre le contexte, je vis au Canada, mais je sais pas sur quelle chaîne cette publicité a été diffusée, ni même s'il s'agissait d'une chaîne canadienne. À l'époque, on captait que des chaînes canadiennes et américaines. La publicité était diffusée sur un réseau câblé. Je suis à la recherche d'un extrait ou d'une vidéo de cette publicité sur internet. Elle mettait en scène un projet visiblement sérieux de vaisseau spatial à grande échelle capable d'évacuer un immense groupe d'humains de notre Terre. Ils ont indiqué le chiffre, mais là je m'en souviens plus. En fait, il s'agissait d'une maquette numérique en 3D du dit vaisseau spatial, le point de vue alterné entre l'intérieur et l'extérieur du vaisseau selon les divers moments de la pub. Le vaisseau comportait, je crois, plusieurs étages. La colorimétrie de la vidéo, c'était principalement un orange vif, un peu comme le soleil, et on pouvait justement le voir à travers les fenêtres du vaisseau, ou quand la POV nous menait à l'extérieur de celui-ci. Je me souviens que la maquette 3D du vaisseau était légèrement métallique, peut-être argentée ou grisée, mais c'est possible qu'il y avait aussi un ciel étoilé noir en fond quand il montrait le modèle 3D volant dans l'espace, mais à ce niveau-là, ma mémoire est un peu défaillante. Une autre possibilité, dont je me souviens plus trop, c'est qu'il y avait un prix à payer pour monter à bord du vaisseau. En somme, c'était une sorte de publicité pour sauver l'humanité
en cas d'apocalypse. Est-ce que ce genre de pub à connotation sectaire, comme l'a appuyé l'utilisateur, aurait vraiment pu être diffusé à la télévision canadienne ou américaine? La question est pertinente. Dans les commentaires, une personne a immédiatement suggéré de consulter l'existence de sectes autour de la région du rédacteur du poste, étant donné que ce genre de publicité invitant à rejoindre un groupe restreint ou essayant de convaincre les gens de la fausseté d'une chose qui n'est généralement pas remise en doute, en l'occurrence de la fin du monde, c'est souvent relié à des groupuscules assez étranges. Le rédacteur interrogera l'utilisateur ayant fait cette suggestion de recherche, lui demandant si c'est pas un petit peu absurde qu'une secte ait accès à travers des publicités à des chaînes publiques. Répondons donc à la question initiale. Oui, potentiellement. Il y a eu quelques cas de diffusion sectaire sur des chaînes locales. Jim Jones, fondateur du People's Temple, une secte qui a commis un suicide collectif d'envergure absolument colossale le 18 novembre 1978, serait passé plusieurs fois indirectement à la télé ou même à la radio, comme sur la chaîne CBS. Christian Identity, un groupe de racistes antisémites et prônant la supériorité de la race blanche, sont passés sur des stations locales comme la TNB et auraient pu aussi, même si j'ai pas trouvé de mention, passer sur des chaînes locales. Néanmoins, c'est différent cette fois-ci. La nature de la diffusion était sur une chaîne publique, sous-entendant qu'il s'agissait pas d'une mention indirecte, comme ça aurait pu être le cas avec l'apparition de Jim Jones. Selon l'auteur du post Reddit, il s'agissait d'une diffusion assez longue et non issue d'un quelconque piratage, rendant tout ce cas bien moins probable. Même Christian Identity d'ailleurs, leur seule apparition attestée c'était pas à la télévision, mais sur une radio publique. Le cas s'arrête là, du coup. Ce serait un simple lost media, un cas anecdotique d'un utilisateur sur Reddit qui a un souvenir particulièrement flou à l'égard d'une publicité qui pourrait même être en train de mentir, inventant une histoire liée à une espèce de secte comme on en connaît tant. Mais comme pour le cas de Crax, lost media aujourd'hui retrouvé que beaucoup pensaient faux à ses débuts, certains internautes croient en ce que leur dit l'auteur du post. La recherche débute alors. Un utilisateur dans les commentaires a suggéré que le faux souvenir pourrait provenir de la chaîne Nat Geo, plus spécifiquement de leur court-métrage intitulé Evacuate the Earth, présentant l'apocalypse et un moyen de s'en échapper. Mais l'utilisateur, à la cause de toute cette recherche, répondra à cette possibilité, clarifiant que c'est absolument pas ressemblant, la publicité dans ses souvenirs se prenait bien plus au sérieux, il n'y avait pas de date incluse, le style était très différent, mais dans sa réponse à la fausse piste, il ajoute cette phrase. Il s'agissait plutôt d'une loterie ou d'un prix à payer pour être à bord du vaisseau spatial, peut-être dans un bunker, avec un modèle numérique en 3D très coûteux, pour l'époque du moins. Un bunker? Dans le post, le rédacteur parle d'un vaisseau spatial, pas d'un bunker. C'est littéralement tout le contraire. L'un permettrait d'évacuer la Terre en cas de catastrophe cataclysmique, l'autre nous y confinerait, nous y condamnerait en nous rendant statiques. D'où vient ce changement d'opinion sur la nature dont nous, l'humanité, serions sauvés, selon la publicité? Ce changement, il provient d'un update important pour la recherche. Le témoignage de Orange Mask, le rédacteur du post lu, correspond assez bien à un autre post qui a été fait 2 ans avant le sien sur le subreddit r/tip of my tongue, un subreddit destiné aux personnes qui ont un souvenir ou quelque chose d'assez précis en tête, mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Peu de temps avant le mois de décembre en 2012, sur la chaîne Comedy Central, South Park y était diffusé. L'épisode touchait à sa fin, et ce qui semblait être un simple message d'intérêt public s'offre alors à un jeune redditeur. Mais le PSA prend très vite un autre ton, plus sérieux, plus lourd. Il s'agit en fait d'un documentaire au sujet de la fin du monde. Des planètes virevoltent dans un espace vide avant de passer à un plan sur la Terre qui explose, un homme expliquant pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, et ce qu'on doit faire maintenant pour y échapper. Terrifié, l'utilisateur éteint immédiatement sa télévision. Au-delà du fait qu'en 2012, des rumeurs couraient sur une véritable fin du monde à cause du calendrier Maya, le ton du documentaire, son apparence était profondément malsaine. La voix qui commentait était grave, lourde, les effets étaient graphiques, réalistes, et par-dessus tout, le post racontant cet événement a généré un intérêt assez important qui nous a donné plein d'autres informations. On peut d'ailleurs quasiment recomposer l'entièreté de la publicité. Premièrement, c'est sous ce deuxième post qu'il est fait mention d'un bunker, et c'est suite à la découverte de ce dernier que l'update a été fait par Orange Mask sur le post original, s'étant rendu compte post-lecture que son souvenir avait été altéré et qu'il s'agissait bel et bien d'un bunker, non
d'un vaisseau spatial. Le poste initial disait qu'il fallait payer pour rentrer dans ce dernier. Ce deuxième poste, lui, dit que le hasard fait le choix quant aux habitants du bunker. Néanmoins, le consensus semble être qu'on avait pleinement le choix d'y habiter, que nous étions les seuls maîtres de notre destinée, périr avec la Terre, ou rejoindre les créateurs du bunker. On suppose qu'elle a commencé à être diffusée en 2010, voire même en 2009, étant donné qu'un utilisateur sur Reddit affirme l'avoir vue durant l'une de ces 2 années. La voix se contentait pas de mentionner le pourquoi du comment l'explosion de la Terre, ou encore de la solution à cette explosion. Elle essayait de raisonner à partir du calendrier Maya, une raison scientifique pour laquelle le monde prendrait bel et bien fin en 2012, soit à cause d'une éruption solaire sans précédent, qui serait montrée à l'écran, et ce, dans tous ses détails. Le documentaire finissant par basculer sur le plan d'une société souterraine qui, depuis 2002, construisait d'immenses structures métalliques considérées comme les futurs piliers de l'humanité, celle, du moins, qui aura survécu à la fin des temps. Des gros plans sur la ville souterraine, puis une petite fille, au bord d'une plage, potentiellement artificielle au vu des dispositions de la société. Puis, la pub prend fin. La voix reprend, annonçant que ces structures sont en train d'être construites pour que tout le monde est une chance égale. Et ce qui confirme ce qu'on pensait jusqu'ici, soit qu'il s'agissait sans aucun doute d'un documentaire issu d'une secte, c'est qu'à la fin, le nom d'un groupe nous était montré, aux côtés d'un numéro qu'il fallait appeler, pour faire partie des heureux élus, confirmant aussi le fait qu'on n'était pas choisi aléatoirement, on choisissait, sous le joug de la peur causée par cet horrible documentaire, d'appeler le numéro, rejoignant par l'appel, potentiellement la secte. Le mystère s'arrête plus ou moins là, j'ai absolument rien trouvé d'autre sur internet, même en triangulant ma recherche. J'ai commencé par me mettre entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. J'ai rentré le nom de la chaîne sur laquelle Crimsy aurait vu cette espèce de reportage et j'ai fouillé, et encore fouillé, en alternant entre plein de termes et j'ai jamais vraiment trouvé quoi que ce soit qui s'en approchait. Pourtant, quand j'ai lu ces témoignages, c'était troublant, parce que malgré le fait que les 2 utilisateurs qui ont réalisé des posts à ce sujet ne semblent avoir aucun lien, c'est fou comme les informations se ressemblent. Et les 2 mettent l'emphase sur le caractère pleinement public de cette publicité, le 2e utilisateur insistant même sur le fait qu'une telle pub était fréquemment diffusée. Encore plus fou, c'est la manière dont certains ont réussi à développer la publicité. On l'a quasiment reconstruite, mais toujours rien. On est face à un silence, face à une vision qu'on essaye de se bâtir, de s'imaginer, qui est assez troublante, et aujourd'hui, le média le plus ressemblant à tout ce qui a été dit au sujet de ce visible Lost Media, ça reste le court-métrage Evacuate the Earth de Nat Geo, qui certes coche beaucoup de cases, mais qui peine énormément. Vous avez néanmoins sûrement remarqué un petit détail, soit que j'alternais constamment entre 2 termes pour définir cette diffusion. À certains moments, je disais qu'il s'agissait d'une publicité, à d'autres, qu'il s'agissait d'un documentaire. Et à vrai dire, on sait pas trop ce que c'était. Il n'y a pas de consensus, d'où le fait d'alterner constamment entre les 2 termes. Je pose ça là. En tout cas, personnellement, j'y crois. C'est pas délirant, et le fait que certains aient su reconstruire la publicité, c'est assez encourageant. Et je pense pas forcément qu'il y ait une connotation sectaire. Honnêtement, je pense que c'était juste un coup marketing d'une entreprise ou pour un potentiel projet artistique. En tout cas, j'espère que ce cas aura plus d'attention à l'avenir, parce qu'il a l'air particulièrement intéressant. Pour la grande majorité des élèves du lycée de Plate Canyon, situé à Bailey, dans l'état du Colorado, le 27 septembre 2006 s'annonçait comme une journée parfaitement normale. C'était pas le cas pour le propriétaire d'une Jeep jaune stationnée devant le lycée depuis près de 10h35 du matin. À vrai dire, c'était pas le cas non plus pour un étudiant du nom de Bill Twyford, l'une des personnes faisant partie d'un groupe extrêmement restreint à avoir compris, après avoir vu le détenteur de la Jeep jaune interpeller certains élèves, qu'il allait y avoir un problème. La raison de cette impression provient potentiellement d'une interaction qu'a eu l'homme assez âgé, aux cheveux gris avec un groupe d'élèves. Il leur a montré une liste de noms d'élèves féminines au sein du lycée, avant de leur demander des informations plus spécifiques quant à leurs identités. On ne sait pas précisément quelles questions ont été posées, néanmoins, au vu de ce qui va suivre, il a sûrement dû demander la couleur des cheveux de certaines de ses élèves présentes sur la liste. Suite à cette interaction, l'homme disparaît des radars. Il sera alors vu pour l'avant-dernière fois par Katrina Keller. Il était dans une salle vide, parlant tout seul, et était vraisemblablement en pleine crise de nerfs. Et la dernière fois qu'il sera vu par le public, ce sera mort d'une balle de Glock 22. Mais avant ça, Dwayne Morrison, âgé de 53 ans, avait pris en otage 7 filles,
toutes blondes dans la salle 206. Au cours de la journée, il en relâchera certaines, la première des 7 filles étant relâchée à 12h45, soit 1 heure après le début de la prise d'otage. Et lentement, 4 des 7 filles finissent par quitter la salle 206. Mais elles revenaient toutes avec une expression morose, une incapacité à s'exprimer, et c'était pas juste dû aux circonstances absolument terrifiantes dans lesquelles elles étaient. Il y avait autre chose qui les rendait muettes. En attendant, il restait 3 filles, et c'est par la lenteur du relâchement des otages et par la prise de parole de certaines des élèves que la police comprend ce qu'elles subissaient. Elles ont toutes été agressées sexuellement. La police doit absolument faire quelque chose pour empêcher les derniers otages de devoir vivre l'intégralité de leur vie avec un tel traumatisme. C'était déjà trop tard pour 4 d'entre elles. À 15h45, sur ordre du shérif, la police explose la porte de la salle 206 et pénètre dans la pièce avec l'objectif clair de neutraliser Dwayne. Ils échouent. Dwayne vient tout juste de tirer une balle dans le crâne d'une des otages, Emily Keyes, que son âme repose en paix, trouvant aussi le temps de mettre fin à ses jours. C'est un événement absolument tragique et répugnant, le plus frustrant dans cette affaire étant sans aucun doute qu'aucune justice n'a été rendue pour ce que cette horrible personne a fait subir à de trop nombreuses familles. Mais comment cet horrible cas de school shooting pourrait-il être lié à un autre school shooting qui date de l'exact même jour, le 27 septembre 2006, mais qui cette fois-ci ne possède aucune documentation en ligne, si ce n'est pour une mention sur le board X du forum 4chan, un fil de discussion lié au paranormal en 2017, soit 11 ans après les faits. Au sein d'un des États aux alentours du Dakota du Nord et du Sud, donc potentiellement dans le Montana, dans le Wyoming, dans le Nebraska, dans le Minnesota, dans l'Iowa ou dans le Colorado, un incident parallèle à celui du Plate Canyon a eu lieu, tuant entre 17 et 24 élèves pendant un match de volleyball, faisant de ce school shooting l'un des plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Une aura de mystère se crée dès lors du moment où on ne connaît même pas la position exacte d'un tel incident, qu'on n'ait aucune mention des faits avant un post sur 4chan en 2017, même si en vrai, c'est un abus de langage. Les faits sont éparpillés un peu partout sur internet. À vrai dire, on aurait potentiellement l'essentiel. La vraie première mention de l'incident de volleyball de 2006 se retrouve sous-entendue en 2006, le 30 septembre, sur le blog Boulder Tribune. Il a cessé de poster en 2017, mais avant ça, il était administré par des bénévoles, plus spécifiquement des bénévoles habitant au sein de l'État du Dakota du Nord, qui répertoriaient des faits divers se produisant uniquement au sein de l'État. Cet incident s'est donc probablement déroulé dans cet État-là, et le blog en fait mention par le biais d'une simple image. Le blog datant du 30 septembre 2006 s'ouvre avec plusieurs faits divers. Déjà avec les scores de diverses équipes de football américain propres à l'État du Dakota du Nord. Ça continue avec un obituaire, celui de Jason Carl Shepard, mort à 23 ans le 21 septembre 2006. Et puis on a d'autres informations quant à des matchs de football américain. En descendant, on a de plus en plus de mentions d'équipes, de matchs, de faits divers liés au volleyball, spécifiquement au volleyball féminin. Et en arrivant vers la fin, on est confronté à cette image. Une image montrant la joueuse Brandi Lors marquant un point contre l'équipe Minto. Mais seulement quelques secondes après la prise de cette image, l'incident aurait eu lieu. Si on peut déterminer grâce au match le lieu où a pris place l'incident, soit au Valhalla Civic Center, pourquoi est-ce que cette affaire est si bordélique, compliquée à comprendre et à prouver? Pourquoi faire mention d'autant de lieux différents au début? On parle quand même d'un autre de ces incidents qui n'aurait fait que de traumatiser les États-Unis davantage. À vrai dire, depuis les années 90, ce genre de tueries n'ont fait que d'augmenter. Et depuis, ça a plus ou moins toujours été en montée. Pourtant, le gouvernement ne semble rien faire. Dès lors du moment où ils prennent une initiative, elle est soit laxiste, soit simplement trop fragmentée pour avoir un quelconque impact. Et si c'était pour ça que l'unique mention contemporaine indirecte de l'incident de volleyball de 2006 se retrouvait dans un blog assez obscur appartenant à une communauté locale. Comprenons l'ampleur du choc que ça aurait été pour les États-Unis si en une seule journée, il y avait eu 2 school shootings, dont un d'une envergure vertigineuse. Ce que le gouvernement aurait alors fait, c'est la suppression systématique de toute information liée à cet incident, tout en empêchant sa propagation. Mais il y a un truc étrange. Le gouvernement aurait fouillé les tréfonds d'internet à la recherche de la moindre information sur l'incident, supprimant toutes les mentions relatives à l'affaire, y compris les plus minimes, mais aurait oublié de censurer cette image publiée sur un blog local. Pourtant, c'est l'un des éléments les plus évidents à vérifier en premier, étant donné que les médias locaux auraient été les premiers à s'emparer de l'affaire. Et si l'image présente sur le site, c'est pas une mention de l'incident,
En lisant l'article y étant associé, c'est juste un match aléatoire qui s'est produit le 21 septembre 2006 selon le Boulder Tribune, soit 6 jours avant les faits. Pourtant, on peut trouver sur internet une série de 5 images montrant les conséquences de l'incident de volleyball de 2006 que je vais pas vous montrer immédiatement. On doit avant ça parler de la vraie première mention de l'incident, soit le 3 avril 2017 sur le board X de 4chan. Cette image débute un nouveau fil de discussion. Il s'agit d'une variante du même iceberg présentant tout un tas de théories du complot de plus en plus obscures. Et si on descend dans le dernier tiers, on y voit 2006 Volleyball Incident. Un utilisateur répond alors « Je voudrais aussi en savoir plus sur cet incident de volleyball, mais j'ai rien trouvé sur Google. » La vraie première mention de l'incident de volleyball de 2006, c'est ça. Prenons en compte que le gouvernement américain n'aurait jamais pu être en capacité de passer sous silence cette affaire et que les informations sont complètement brouillonnes, inaccessibles et fragmentées. Est-ce que toute cette histoire serait un hoax issu de 4chan? L'incident du lycée de Plate Canyon, il est avéré. Beaucoup supposent alors que l'incident de volleyball de 2006 n'a pas été caché par le gouvernement américain pour ne pas alerter sa population, mais il a simplement été causé par l'effet Mandela. Les gens auraient fini par altérer d'une quelconque manière le cas du lycée de Plate Canyon, finissant par le lier à un incident qui n'a ni de près ni de loin existé. Mais 5 images subsistent. Apparemment, les conséquences d'une énième tuerie, celle effectuée lors d'un match de volleyball le 27 septembre 2006. Jetons-y un coup d'œil malgré la censure. Sur cette première image, des bâches rouges dessinent la silhouette d'un cadavre, de plusieurs même. La deuxième image aurait été prise pendant le match où a eu lieu la tuerie. Quant à la troisième, je dois la censurer. On y voit simplement une grosse traînée de sang sous le filet. L'avant-dernière nous montre encore une fois de grosses flaques de sang sur un sol bétonné cette fois-ci, comme si les gens ont essayé de fuir les lieux, mais ont été abattus sur un parking. Quant à la dernière, elle nous montre 2 cadavres en premier plan, et ce qui semble être d'autres cadavres en arrière-plan. Ok, toutes ces images ont une origine inconnue, si ce n'est pour la deuxième qui a été prise dans le hall sportif du lycée Utica dans le Michigan. Vous voyez en fond une vidéo vous montrant la disposition de la salle, comparez-la à celle présente sur la deuxième image. Et oui, la photo, elle a été prise dans la salle de sport d'un lycée dans le Michigan, soit un état qui n'est aucunement l'un des nombreux que je vous ai cités. Ce que tout ça, ça veut dire, c'est que l'incident de volleyball de 2006 ne s'est jamais produit. C'est littéralement juste une théorie du complot qui a débuté avec un mème sur 4chan. Et oui, évidemment que si c'est une théorie du complot, ça va pas être évident, il y aura que des éléments implicites, mais là, franchement, c'est absurde, il y a rien qui colle. Les liaisons que l'incident aurait avec le vrai incident du lycée de Plate Canyon sont nazes. Il en va de même pour cette tentative de justification bidon qu'est l'effet Mandela, et ne parlons même pas des images qui sont fake au possible. Néanmoins, serait-ce déjà arrivé? Y aurait-il peut-être déjà pu y avoir une tuerie de cette envergure passer sous silence? Ça, on le saura probablement jamais. Toynbee Idea, c'est la première chose que j'ai tapé dans un moteur de recherche internet. Votre recherche a donné 0 résultat. Tu te fous de ma gueule? Y a rien? Ce terme n'a jamais été mentionné sur internet? John Knight, le détenteur de The Philadelphia Inquirer, qui a détesté ce mouvement pendant des années, emprunte de l'argent à la mafia pour les faire apparaître comme étant sympas dans ses journaux afin de les avoir dans sa poche. John Knight a envoyé la mafia pour me tuer en 1991. Tous les journalistes se foutaient de ma gueule et gloussaient la puissance des suceurs de Knight et leur pouvoir de destruction. En effet, John Knight est entré dans une folie joyeuse en voyant le pouvoir de ses suceurs. J'ai barricadé ma maison et j'ai fui le pays en juin 1991. Des ordres de la NBC, des exécutifs ont eu l'autorisation du gouvernement américain et du FBI pour impliquer Interpol afin de me retrouver. J'étais à Dover en Angleterre. De retour chez lui, John Knight a demandé à ses hommes de main appartenant à son syndicat d'envoyer un espèce de journaliste sportif qui, à l'aide d'une batte de baseball, a brisé les phares et les vitres des voitures du voisinage et qui a installé des hommes devant ma maison. Ils sont toujours en garde. Ils m'attendent. La NBC, la CBS, la Westinghouse, le Times, Time Warner, Fox, Universal, tous ceux appartenant au culte des lions, tout cela était bien pire que ceux qui suçaient John Knight. Ce texte incompréhensible appartient à une série de messages transmises sous forme de tuiles qui se propagent sur des distances que vous n'imaginez pas, tout en ayant fait leurs premières apparitions au début des années 80 et n'ayant aujourd'hui toujours pas pris fin. En 1994, Justin se balade à South Street en Philadelphie, quand il vient à remarquer une tuile sur le trottoir avec un message cryptique, au premier abord incompréhensible et relevant juste de la blague. Toynbee Idea in movie 2001
Resurrect Dead on Planet Jupiter. En le traduisant mot pour mot, on obtient idée de Toynbee dans film 2001, Résurrection des morts sur Jupiter. Justine comprend que cette phrase peut plus ou moins être découpée en 4 parties distinctes qui toutes font référence à des choses différentes que le mystère des Toynbee Tiles venait de lancer. Mais revenons davantage en arrière. Le Larry King Show, c'est une émission de radio américaine qui s'est étendue de 1978 à 1994. La première section de l'émission débutait par une simple interview avec un invité X d'une certaine renommée généralement. S'en suivait une section FAQ où les internautes pouvaient entrer en contact avec l'invité X et vers 3h du matin, après 2 longues sections, l'Open Phone America était la conclusion d'une émission appréciée, qu'il était d'autant plus grâce à son animateur. Entre les 2 à 5 premières années de l'émission, il y eut un invité pour le moins assez particulier, dans la dernière section de l'émission, où les internautes ont la possibilité d'aborder tous les sujets. Bonsoir, tu es en live. Salut Larry, comment tu vas? Ça va? Bien, Larry, c'est un plaisir de te parler. J'ai eu l'occasion de discuter avec toi il y a de ça 3 ans et demi. Et depuis, j'ai continué à t'écouter, et ce, même depuis tes débuts avec ta station 22. Et je t'admire énormément. Merci. Merci Larry. Quel est ton problème? Larry, on a besoin de ton aide pour publier notre plan. On a essayé de rassembler tous les membres de l'organisation pour avoir autant de fonds que possible. Comme ça, on peut engager une firme qui rendra notre organisation plus connue. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ça, je sais pas. Pour publier ton... Dans le film 2001, basé sur les écrits d'Arnold Toynbee, il parle du plan... Excuse-moi, mais le film 2001 était basé sur les écrits... Toute vie humaine est faite de molécules. Larry... Dans ses écrits, Arnold Toynbee évoque un plan selon lequel toute vie humaine pourrait être facilement reconstituée sur la planète Jupiter. Oui, je t'écoute. Dans les écrits d'Arnold, nous sommes faits de molécules, Larry, et les atomes de toutes les vies humaines qui ont jamais existé sont encore en chacun de nous. D'accord, j'ai compris. On aimerait populariser notre organisation, Larry. On est très jeune, on existe depuis plus d'1 an et on veut faire connaître notre théorie. Et Larry, on sait pas comment faire. Mais on veut ramener à la vie tous les morts sur Jupiter. La suite de l'émission radio nous est inaccessible. Néanmoins, on observe ici un lien assez flagrant avec ce qu'a vu Justine sur le sol. On retrouve la mention des idées de Toynbee qui font référence à Arnold Toynbee, connu pour son ouvrage en 12 volumes intitulé « Une étude de l'histoire ». La section de la phrase « dans film 2001 » fait référence à un film de science-fiction de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui aborde de nombreux thèmes comme l'évolution humaine, l'intelligence artificielle, l'exploration de l'espace et le voyage dans le temps. Et on en arrive aux 2 dernières parties de la phrase « Résurrection des morts », soit ce que l'internaute a continuellement mentionné comme étant le but de son organisation, et « On Jupiter », soit sur la planète Jupiter, où toute cette résurrection prendrait lieu. C'est un peu compliqué de faire le lien entre les 2 premières parties qui mentionnent Arnold Toynbee et le film de Stanley Kubrick avec les 2 autres parties qui font référence du coup à une résurrection des morts sur Jupiter. L'organisation citée et son nom nous est parfaitement inconnu. Elle semble être l'outil par lequel il accomplira son plan avec une touche de pseudoscience, potentiellement du moins, puisqu'il pourrait être capable de réanimer les morts à cause du fait que tous les atomes de toutes les personnes mortes seraient encore en chacun d'entre nous, en quelque sorte. Mais on n'est pas seul devant cette énigme. Justine comprend pas trop non plus. De plus, il n'a pas accès à toute cette discussion que vous venez d'entendre, puisqu'elle ne sera découverte que bien après ses premières rencontres avec les Toynbee Tiles. En 96, soit 2 ans après la découverte officielle des Toynbee Tiles par Justin, lui qui travaillait en tant que livreur commençait à en remarquer de plus en plus dans sa ville. Il décidera de prendre un carnet et de noter l'emplacement de chacune des tuiles rencontrées. Le temps qui passe remplit le carnet de Justin. Néanmoins, il comprend toujours pas comment la personne fait ça, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre et pourquoi elle fait ça. Qui sait? Évidemment, certains sceptiques pourraient penser qu'il ne s'agit là que d'un groupe de taggers ou même d'un coup marketing, mais Justin avait l'œil, il a persévéré, à tel point qu'en 1997, il se rend compte qu'il peut accéder à Internet en allant à la bibliothèque de sa ville, en Philadelphie. Sa première recherche, sa première utilisation d'Internet s'est résumée en lui qui introduit ce que les tuiles communiquaient dans la barre de recherche. S'attendant à trouver un forum où quelqu'un avait parlé de ce mystère, il s'en retrouvera déçu. Les Toynbee Tiles n'ont été mentionnés aucune fois depuis l'existence d'Internet. C'est assez démoralisant. Il se rend tout bonnement compte qu'une étrangeté qui l'obsède, visiblement depuis maintenant 3 ans, ne semble qu'exister, ne semble prendre que de l'importance pour lui. Pourtant, près d'une unique année après cette première tentative de recherche, sa deuxième portera ses fruits. Un site du nom de Toynbee.net avait entre-temps
été créé. Justine l'ouvre, convaincu qu'il y trouvera une réponse à ce qu'il a tant peiné à comprendre, le nom du site semblant appartenir littéralement au créateur de ces tuiles, et en l'ouvrant, il ne fait que de saisir l'ampleur du mystère. Aucune réponse n'a été donnée, il n'y a que davantage d'incompréhension quand il découvre que ces tuiles ont même été trouvées au Brésil. De la côte est des États-Unis, en passant par Boston, Kansas City, le Chili, l'Argentine et le Brésil, les Toynbee Tiles ne cessaient de se répéter, et les questions restaient constamment les mêmes, c'était incompréhensible. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que la plupart du temps, elles se trouvaient sur des routes vachement fréquentées. Pourtant, personne ne semble jamais les avoir signalées. La création du site a été réalisée par 2 hommes se posant les mêmes questions que Justine. On reste en droit d'être sceptique. À vrai dire, nul doute que Justine et les 2 créateurs du site qui, en 98, ont commencé à tenter de résoudre ce mystère ensemble ne l'étaient pas. Certes, la propagation des Toynbee Tiles et leur complet mystère, malgré leur visibilité flagrante, les rend étranges, mais leur répétitivité semble indiquer qu'il y a littéralement rien de plus derrière tout ça. C'est ce qu'on aurait pu penser, jusqu'à la découverte de l'autre type de tuile qu'on connaît aujourd'hui, qui en plus du message habituel Toynbee idea in movie 2001 resurrect dead on planet Jupiter, contenait toujours, juste à côté, un autre message qui changeait à chaque tuile spéciale, mais gardant toujours une aura indéniable d'incompréhensibilité. Je ne suis qu'un homme, seul, et quand j'ai attrapé une maladie mortelle, si cette idée vient à survivre, pitié, faites payer les Élions pour ce qu'ils ont fait. Je vous en supplie. Maintenant, le culte des lions cherche plus d'un enfer ou des idéologies pour qu'ils aient plus de récompenses. Pitié, faites plus placer des tuiles. Les médias américains travaillent avec l'Union soviétique et les centaines de représentants aux États-Unis. Tuez chaque journaliste. Je vous en supplie. Cette série de messages, c'est qu'un autre exemple parmi ces tuiles spéciales. Je vous en avais lu un autre au tout début. Il s'agissait de la tuile spéciale la plus connue parce que parmi toutes celles qui ont été découvertes, c'était la plus longue et la plus perturbante. Elle traitait littéralement d'un complot d'ordre international avec le gouvernement qui chasserait le créateur des tuiles ainsi que plusieurs multinationales et ce que le créateur des tuiles appelle le culte des lions ainsi que le journal Philadelphia Inquirer et tout ça par l'intermédiaire de la mafia, dans le but de le tuer, pour ce qu'il compte faire avec son organisation, soit ranimer toutes les personnes mortes au cours de l'histoire de l'humanité. Néanmoins, la mention d'une maladie mortelle contractée par le créateur des tuiles est une première, et c'est un indice essentiel. Et ce genre de tuiles ont continuellement été découvertes à partir de 1998 jusqu'au début des années 2000. Et on pourrait se demander si elles sont pas là, les réponses à nos questions, en déchiffrant ce que l'auteur souhaite nous communiquer. Mais à vrai dire, la découverte de ces tuiles spéciales très rares, c'était presque décourageant. Lire une énième fois quelque chose comme « Un homme contre les médias, Maison d'Hadès, qui va payer pour tout ce qu'ils ont fait à cette société en 2011, patriarche putride ». Sans pouvoir faire de connexion avec autre chose, c'est frustrant, même si éventuellement, en découvrant de plus en plus de ces tuiles, 3 d'entre elles sortiront du lot par leur nature profondément unique. Certes, toutes les tuiles spéciales étaient profondément incompréhensibles, mais là, on est face aux 3 qui vont élucider ce mystère. La première, trouvée à Santiago au Chili, donnait l'adresse d'une maison située en Philadelphie du Sud. La deuxième était un article datant de 1983, issu du Philadelphia Inquirer, un journal local de Philadelphie détenu à l'époque, comme on l'a vu, par John Knight. Et la troisième tuile, c'était une pièce de théâtre intitulée 4 heures du matin, sortie en 85 et créée par David Mamet. Aller en Philadelphie du Sud, c'était la prochaine action à faire. Une telle adresse, à un tel endroit, ne pouvait qu'offrir tout un tas de révélations quand on prend en compte que la Philadelphie semble particulièrement importante et centrale au développement du mystère des Toynbee Tiles. Rien. En y arrivant, il y avait une maison un peu décrépite, plusieurs cadenas sur la porte d'entrée, personne ne répondait, et en demandant aux voisins, le groupe de 3 enquêteurs découvrira que quelqu'un y habitait quand même, un homme s'appelant Severino Verna, très silencieux, discret, réservé, mais, selon les voisins, extrêmement intelligent. Devrait-il continuer à toquer, sonner chez un homme qui vraisemblablement ne souhaite pas être dérangé ou remarqué? À première vue, non, mais ils peuvent pas laisser cette potentielle piste leur filer sous les doigts. Si toquer à la porte ne suffisait pas, ils l'appelleront, ayant récupéré son numéro grâce aux locaux. C'est une voix féminine qui leur a répondu au téléphone. Ils avaient en effet la mère de Severino qui leur expliquait qu'il n'avait absolument rien à voir avec les tuiles, ne pouvant même pas vraiment sortir de chez lui et encore moins aller jusqu'en Argentine, à cause d'un problème de santé. Face à cette dure réalisation, ils sont plus ou moins bouche bée,
Pourquoi cette maison-là serait référencée sur l'une des tuiles spéciales trouvées au Chili, si la personne en question semble être complètement hors du schéma, selon sa mère du moins, et ses voisins? Severino ne sortait même pas de chez lui. Si c'est pas lui qui est indirectement référencé par l'adresse trouvée à cette première tuile, c'est potentiellement un ancien propriétaire qui l'est. Mais c'est impossible aussi. Celui qui possédait la maison avant Severino était mort en 87. Pourtant, des tuiles continuaient à apparaître bien après cette date. Il y a autre chose avec l'adresse. Ils étaient en Philadelphie, ce qui semble être vraiment l'épicentre de la propagation des Toynbee Tiles. C'est la seule adresse qui n'a jamais été référencée par une tuile. Il devait absolument y avoir autre chose. Mais dans ce cas, peut-être que la deuxième tuile spéciale, un extrait d'article issu du Philadelphia Inquirer sorti en 83, pourrait nous donner des informations précieuses en nous donnant des informations sur un certain James Morasco. Similairement à l'appel radio, cet extrait d'article est la retranscription d'un appel qu'avait eu Clark de Léon avec le dit James Morasco. L'article en question étant intitulé « Théorie, tu veux m'en resservir ?» Voici l'extrait d'article. Traitez-moi de sceptique, mais j'ai eu du mal à être convaincu par l'idée de James Morasco selon laquelle la planète Jupiter serait colonisée en ramenant à la vie tous les habitants de la Terre qui sont morts et en modifiant l'atmosphère de Jupiter pour leur permettre de vivre. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vous semble aussi difficile à avaler? Monsieur Morasco, assistant social en Philadelphie, a découvert cette idée en lisant un livre de l'historien Arnold Toynbee dont la théorie sur le retour à la vie des molécules mortes a été illustrée dans le film 2001, L'Odyssée de l'espace. J'ai trouvé aucun principe scientifique qui puisse rendre cette volonté possible, a déclaré Monsieur Morasco. En particulier, la colonisation de la planète Jupiter dont l'atmosphère est extrêmement toxique. La possibilité de doter cette planète d'une atmosphère oxygénique dépasse même l'imagination des auteurs de science-fiction. Cette citation peut donner l'impression que Morasco ne croit pas que ce soit possible, mais c'est mal le comprendre. Il pense qu'entre Toynbee et Stanley Kubrick, il y a un moyen d'y parvenir. C'est pourquoi il contacte les talk shows et les journaux pour faire passer son message. Il a même fondé une organisation de colonisation de Jupiter, l'association des minorités, qui, selon lui, se compose de lui, Eric, la sœur d'Eric qui fait la dactylographie, Frank et d'autres. Vous pourrez peut-être à l'avenir entendre parler de Morasco, mais pensez aussi à la possibilité que vous n'en entendrez jamais parler. Pause. Vous voyez pas les similitudes frappantes entre l'appel passé sur l'émission de Larry King, les Toynbee Tiles, et cet extrait d'article. Tous font mention des mêmes choses, de Jupiter, du film de Stanley Kubrick, d'une volonté de populariser une certaine organisation dont on connaît désormais le nom, à savoir l'association des minorités, et surtout de l'objectif de cette dite association, ramener tous les morts à la vie en colonisant Jupiter. Surtout que l'appel sur l'émission radio et la date de cet extrait d'article correspondent parfaitement. Et dans un instant, vous aurez une autre information qui va bouleverser la totalité de cette histoire. Parlons avant ça brièvement de la réponse qu'offrira Clark de Léon, le journaliste, à Justin quand il lui demandera davantage d'informations par email sur ce dit James Morasco. Je crois que Morasco a dit qu'il vivait à Fishtown ou Kensington, des quartiers ouvriers majoritairement blancs qui longent le fleuve Delaware au nord de Center City. Il avait l'air plutôt fier de son éducation, mais un peu mal à l'aise dans sa présentation face à moi, ou plutôt face au Philadelphia Inquirer. Il avait une voix douce et grave, et c'est à peu près tout, mon ami. Ces quartiers cités par Clark de Léon, le fleuve et Center City, se trouvent tous en Philadelphie, plus ou moins à côté de l'adresse qui avait été notée sur la première des 3 tuiles qui nous intéressent actuellement. On pourrait assez aisément faire le lien entre James Morasco, qui serait juste un alias de Severino, parce qu'il n'avait pas besoin de sortir de chez lui pour aller sur le talk show de Larry King, ni pour passer cet appel avec Clark de Léon. Pourtant, il y a pas mal de différences entre les deux. Certes, ils semblent habiter au même endroit les deux, mais ça s'arrête à ça. À la limite, on pourrait faire le lien entre l'une des tuiles spéciales qui mentionnait que son auteur avait une maladie mortelle et les problèmes de santé qu'a Severino, l'empêchant de sortir de chez lui. Le fait que Clark de Léon mentionne également que ce James Morasco semblait assez peu confiant peut renvoyer au fait que Severino est extrêmement réservé. Cependant, beaucoup de gens le sont, ce qui rend cette observation très peu fiable. On a tout de même la confirmation que l'homme qu'a appelé Larry King est le même qui apparaît dans cet extrait d'article. James Morasco est le créateur des Toynbee Tiles, et le fait qu'il ait une organisation pourrait expliquer comment les tuiles sont réparties de la côte est des États-Unis en passant par des pays d'Amérique du Sud. La troisième tuile spéciale, en revanche, c'est la pièce de théâtre de David Mamet, 4 AM ou 4 heures du matin. Et la discussion téléphonique que je vous ai lue au début, qui serait apparue sur l'émission radio de Larry King, c'est la pièce de théâtre en question. Ok,
Donc en gros, je vous ai menti. Il n'y a jamais eu d'appel entre Larry King et cet internaute qui faisait référence à une résurrection des morts sur Jupiter à cause de ce qu'il a lu dans les écrits d'Arnold Toynbee, qu'il a fini par connecter avec le film de Stanley Kubrick. Puisqu'en fait, c'était juste une pièce de théâtre du coup. Mais vous trouvez pas ça étrange que cette pièce de théâtre, sortie en 85, soit aussi fidèle et aussi similaire aux tuiles et à l'appel entre Clark de Léon et ce James Morasco? En comprenant qu'il y avait un potentiel lien entre l'auteur de la pièce de théâtre, David Mamet, et James Morasco, ou que simplement le mystère était bien plus connu qu'il ne le pensait, ou même encore que ces deux incidents n'étaient que de pure coïncidence, ne faisait que de renforcer davantage l'étrangeté du cas. Ils ont immédiatement essayé de contacter David Mamet pour savoir d'où lui était venue l'idée de réaliser une telle pièce de théâtre. Mais avant ça, Justin décidera d'utiliser son accès à sa librairie locale pour essayer de trouver une quelconque information sur un homme du nom de James Morasco qui habiterait dans certains quartiers spécifiques de la Philadelphie. Il trouve une personne qui était muette, confirmée par le fait que quand Justin l'a appelée, c'est la femme de James Morasco qui a répondu. En quoi ça démontre que ça ne peut pas être lui, le créateur des Toynbee Tiles? Parce que l'extrait d'article est une retranscription de la discussion téléphonique entre James et Clark de Léon. S'il était muet, il n'aurait jamais pu passer cet appel avec Clark. Leur seule visible solution à présent, c'est de contacter David Mamet et de lui poser toutes les questions importantes. Ils apprendront que Mamet a écrit 4h du matin en 1983, soit la même année où De Léon a écrit l'article dans le Philadelphia Inquirer. Mais la pièce n'a été rendue publique pour la première fois que quand elle a été publiée en 1985, ce qui signifie que personne ne connaissait la pièce de Mamet avant qu'elle ne soit imprimée. Justine a donc conclu que la pièce de Mamet et l'interview de James Morasco par De Léon n'impliquaient aucune collusion, mais qu'en raison des similitudes étranges, il devait forcément y avoir un lien quelque part, aussi caché qu'il soit. Ce qui n'était pas caché, en revanche, c'est ce que je vous ai pas dit. La première tuile spéciale, celle qui donnait l'adresse d'une maison en Philadelphie, appartenant à Severino, était entouré de nombreux prototypes de tuiles. Mais si je vous les cachais, c'est parce que, comme lors de la découverte des tuiles spéciales, découvrir ces tuiles qui étaient des prototypes n'a véritablement rien apporté à la recherche. C'est juste une frustration supplémentaire, parce qu'il y a plein d'indices qui pointent vers la présence de l'auteur des Toynbee Tiles dans l'un des quartiers de la Philadelphie, mais aucun portrait ne correspond à toutes les autres informations qu'ils ont à disposition. Ni celui de Severino, ni celui de James Morasco. Le début des années 2000 pour les investigations s'avère vraiment rude. Ils continuent la découverte de certaines tuiles particulières, mais dans les informations qu'ils ont à disposition, ils sont complètement bloqués. Ils ont pourtant essayé de reprendre contact avec Severino en sonnant à sa porte. Cependant, il a jamais répondu. Mais là, en 2006, la recherche commence à prendre une telle ampleur que notre groupe initial de chercheurs récupère un accès à une énorme base de données d'emails envoyées jusqu'en 1999 et ils vont y faire des découvertes qui vont à jamais changer le cours d'un mystère qui aujourd'hui est à moitié résolu. Parmi la foule de théories du complot lues, ils ont appris que de nombreuses personnes se souvenaient avoir remarqué les tuiles au début des années 80 et que des équipes de documentaristes avaient déjà tenté, sans succès malheureusement, de résoudre le mystère des Toynbee Tiles. À partir de là, ce qu'on pensait être déjà un mystère de grande ampleur ne fait que de prendre de plus en plus de masse et de substance. Il tombe en effet sur un mail envoyé par un homme du nom de Joe Raimondo qui explique qu'en 1985, il a vécu un événement qui l'a énormément marqué. Alors qu'il regardait un programme de l'émission télévisée Channel 3 à 23h, lui, tapis dans l'obscurité, s'est retrouvé figé sur place en voyant son émission être piratée. Toynbee's Conception of Clark's 2001. C'est ce qu'a entendu Joe quand tout d'un coup, cette diffusion pirate est interrompue. Un grésillement se fait entendre, de la statique apparaît sur sa télévision. Paniqué, dans l'incompréhension, il appelle Channel 3, leur expliquant ce qui vient de se passer, ce à quoi son interlocuteur lui répondra simplement « Ouais, on a vu aussi ». C'est une révélation assez folle parce qu'on apprend par l'intermédiaire de ce mail que le message propagé par ce soi-disant James Morasco et son organisation ne se limite absolument pas à de simples tuiles. Non, il y a littéralement eu des piratages et de grande ampleur en plus. Et il y a en fait beaucoup plus de gens qui ont été exposés aux tuiles que Justin n'aurait jamais pu imaginer. Et le pire, c'est que la télévision, c'était aux côtés des tuiles
pas le seul moyen de diffusion qu'avait le créateur des Toynbee Tiles. En effet, ils ont trouvé des mails datant du début des années 80 faisant mention de tuiles spéciales qui contenaient les données d'une émission radio pirate. Ils ont une nouvelle piste assez folle à explorer. Ils décident d'aller puiser dans une communauté locale de radio à ondes courtes et participent à la convention d'écoute sur ondes courtes de Philadelphie, l'édition de 2006, en espérant, par un quelconque miracle, trouver quelqu'un qui se souvenait avoir entendu quelque chose sur cette dite radio concernant l'idée de Toynbee. Ils ont discuté avec de nombreuses personnes présentes à l'événement et ont même décidé de diffuser une émission sur une radio pirate. Ils tentent vraiment le tout pour le tout avant de finir par parler à un homme, John T. Arthur, qui a révélé ce dont on avait besoin. Tu disais que tu te souvenais de quelque chose à propos de cette émission sur ondes courtes. Ils m'ont contacté pour utiliser ma boîte postale en tant que dépôt de courrier. T'as déjà écouté l'une des diffusions ? Je n'ai jamais pu les entendre, et j'ai jamais vu de rapport à leur sujet. Je n'ai jamais reçu de courrier non plus. Tu te souviens avoir parlé à d'autres personnes, ou juste à lui ? Tout s'est fait par courrier. Je lui ai pas directement parlé. Et t'as pas gardé de courrier ? Non, malheureusement pas. A-t-il parlé d'un groupe, genre l'association des minorités ? Ouais, je me souviens de ce nom. Est-ce que tu te souviens d'un nom ? Quelconque nom parmi les gens que tu as contactés ? Si tu pouvais me citer quelques noms, ça pourrait me rafraîchir la mémoire. Severino, ou encore Sevi ? Ah, Verna. Severino Verna. Carrément du premier coup. Severino Verna, c'est le mec qui voulait pas leur ouvrir la porte. Sa propriété, c'est celle qui est identifiée sur la tuile présente au Chili. Severino Verna, c'est le mec qui a diffusé cette émission radio pirate, popularisant les idées de Toynbee et popularisant son idée surtout, celle de réanimer tous les morts sur Jupiter. C'est Severino qui a parlé à Clark de Léon, c'est Severino qui est représenté dans la pièce de théâtre. C'est incroyable. Ils ont trouvé qui l'a fait. Pour autant, ils savent toujours pas pourquoi. Surtout qu'en vrai, on dirait juste une immense blague. Pourtant, c'est aussi étrange. C'est surréaliste de vouloir réanimer tous les morts en colonisant Jupiter. D'un côté, du coup, on dirait une blague. Mais franchement, pourquoi Severino se serait fait chier avec des piratages radio, des piratages télévisuels, des tuiles installées à travers toute l'Amérique pour une simple blague? Quand ils sont retournés chez lui, sa maison était devenue une forteresse. Les cadenas sur sa porte ne semblaient plus lui suffire. L'entièreté de ses fenêtres était à présent barricadée. Ses voisins expliquant qu'ils ne le voyaient sortir qu'à partir de 2h du matin depuis maintenant plusieurs semaines. Ils n'ont jamais réussi à le contacter. Ils ont juste eu davantage d'informations qui expliquent comment il a pu faire tout ça. Un voisin leur a en effet révélé qu'il se souvient avoir vu Severino sortir avec un van qui avait une antenne assez énorme sur son toit, expliquant comment il a fait pour sa diffusion radio. Le van explique aussi comment il faisait pour installer les tuiles sans jamais être vu. Il avait tout un espèce de système qui lui permettait de les placer et de partir en un instant. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a échappé à Justine en 1997. Tandis qu'il rentrait de son travail, Justine remarqua une tuile qui n'était pas là à peine un instant plus tôt. Il se mit à courir partout autour de la tuile en essayant de repérer quelqu'un qui s'en éloignait, mais il ne vit qu'un van disparaissant au loin. Il était passé à ça de résoudre le mystère. En attendant, on a deux dernières révélations. La première consistant en un email d'un certain Ulysse Fleming qui avait entendu leur émission radio pirate pendant la convention et il avait certaines des réponses qu'il cherchait. Ulysse raconte qu'enfant, il rentrait chez lui de Baltimore à Philadelphie tout en écoutant une émission sur ondes courtes à la radio quand il commença à entendre quelque chose d'inhabituel. Entre janvier et juin 1979, j'ai découvert par hasard dans un livre les écrits de l'historien Arnold Toynbee dans lesquels il explique sa croyance en la capacité de la science à ramener à la vie par des moyens scientifiques chaque molécule morte de chaque être humain mort dans l'histoire de l'humanité. Cette organisation, The Minority Association, est composée d'un ensemble d'instructions tirées d'un des écrits de Toynbee. Notre objectif est de faire en sorte que la renaissance de tous les êtres humains de l'histoire passée se produise sur la planète Jupiter. En guise de finale, à l'affirmation de Toynbee selon laquelle la science peut faire tout ce que Dieu peut faire. Vous avez là l'explication claire, concise, quant à l'objectif de l'organisation de Severino et le pourquoi du comment cette idée lui est survenue. Il reste quelques mystères en suspens, mais un en particulier pour l'instant. Qu'en est-il de la pièce de théâtre ? Quel lien y avait-il entre David Mamet et Severino ? Comment a-t-il eu accès à de telles informations sans avoir de lien avec Clark de Léon, ni avec Severino ? En fait, la pièce de théâtre est sans aucun doute véritablement inspirée d'une discussion au début des années 80, voire en 79, entre Larry King et Severino. David Mamet affirmait au début des investigations que toute cette scène, il l'avait créée et qu'il avait publié cette pièce de théâtre en l'honneur de la fin de l'émission radio de Larry King. Sauf qu'après toutes les découvertes que lui ont partagé le groupe d'investigateurs, il finira par avouer qu'il y a de grandes chances qu'il ne se souvienne simplement pas d'avoir assisté à une telle émission, mais que sa pièce de théâtre soit tout de même définitivement basée sur une vraie conversation qu'il y aurait eu entre Larry King et Severino Verna. Un jour,
Peu de temps après toutes ces découvertes, tandis que Justin prenait le bus, un homme se met face à lui. Justin lève la tête, croise le regard de l'homme en question, quelque chose traverse son esprit, une onde, un sentiment qu'il ne parvient pas à expliquer. L'homme en face de lui le regarde de même, les deux se fixent, les deux comprennent, les deux sortent, et ne se croiseront plus jamais. Justin comprenant pleinement la situation, il venait de rencontrer Severino, mais Severino voulait être seul. Cette première vidéo d'une longue série, je l'espère, a été absolument passionnante à tourner, à rechercher, à écrire. J'ai vraiment essayé de trouver des sujets obscurs, même si les Toynbee Tiles et l'incident de 2006 aux US, du moins, c'est un peu connu. Je pense pas que ce soit le cas en France. Pareil, je pense que c'est impossible que qui que ce soit ait déjà entendu parler de horselove.com. Il y a littéralement 2 posts sur internet à ce sujet. Pareil pour Evacuate the Earth, il y a 2 posts qui semblent en parler et c'est tout. Je veux, pour les futurs épisodes, continuer dans ce genre de cas, vraiment peu connu, et je pense que cette vidéo a été un très bon aperçu de ce que je compte faire avec cette série, qui sortira quand j'en aurai envie. J'ai pas prévu de rythme spécifique, de temps en temps ça sortira, et je pense que ça suffit comme ça. Pareil, elles dureront pas toutes forcément 1 heure, parfois elles pourront durer plus ou moins longtemps, c'est-à-dire moins ou plus. Et je veux pas me cantonner à un type de média, d'horreur ou de mystère. Ma chaîne, elle est vachement vaste et je veux que ça reste comme ça. Sinon, j'avais fait un post communautaire à ce sujet, mais j'ai décidé d'ouvrir un Patreon. Je sais pas si je mettrai 2 € ou un seul comme capacité de donation, parce que vous aurez en fait pas trop d'avantages. Concrètement, j'ai aucune idée en fait d'avantages, c'est pour ça que vous en aurez pas. Je pourrais à la limite, je pense, si ça vous intéresse, dites-moi, hein, vraiment, mettre vos pseudonymes à la fin de mes vidéos, mais sinon j'ai pas trop d'autres idées en vrai. Du coup, si jamais ça vous intéresse, c'est en description. Je vous remercie du fond du cœur si vous décidez de faire une petite donation, et je vous remercie du fond du cœur même si vous en faites pas. C'est trop cool que vous soyez restés jusqu'ici. Merci aussi pour tous vos commentaires. C'est toujours surréel de voir des gens apprécier ce que je fais de la sorte, surtout les retours sur la dernière vidéo, je l'avais déjà dit, que ce soit dans les commentaires, étaient incroyables, ou que ce soit même les stats. J'ai eu des stats folles avec cette vidéo, en tout cas le watch time était absurde, j'y croyais pas. C'est incroyable. Vraiment, passez une merveilleuse journée, ou une merveilleuse soirée.